Bonjour, nous sommes le mercredi 2 juin 2021, avec une journée, très belle journée, notamment depuis dimanche. On est mercredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ben ça fait déjà 4 jours de bon temps, mais aujourd'hui ils annoncent quand même une température de 30 degrés. Donc on voit apparaître petit à petit l'arrivée de l'été qui sera effectif le 21 juin. 21 juin, on aura l'été, ben, on est à 19 jours de l'été, mais on voit déjà les prémices de l'été montrer, euh, montrer sa consistance en, en ce jour de mercredi 2 juin. 2 juin. Je vais faire ici une vidéo qui va être consacrée donc à la chimie organique. Parce qu'avant d'étudier la chimie organique, ben, on essaie de comprendre ce qu'est la chimie organique. Alors pour ça, il faut que je fasse bien sûr une descente dans l'histoire, parce que tout est une question d'histoire. Mais avant de parler de chimie organique, il faut parler de chimie tout court. Alors, qui est-ce qui a toujours fasciné l'être humain? C'est la matière, parce que la chimie est l'étude de la matière. Et c'est surtout euh, la consistance de l'être humain. Mais dans un premier temps, l'être humain ne se regarde pas, il regarde son environnement, il ne se regarde pas lui-même. Donc en fait, l'homme découvre son environnement. Et dans son environnement, il voit qu'il peut utiliser pas mal de choses. Et que bon, il n'est pas dans un environnement tout blanc, où il y a très peu d'éléments. Non, c'est une richesse inouïe qui entoure l'homme. L'homme à l'état sauvage et l'homme à l'état, on va dire, civilisé. L'homme donc découvre son environnement et entrevoit qu'il y a des choses qu'il peut utiliser comme des roches, euh, des métaux, des métaux. Et je peux vous dire que il y a environ 10 000 ans, euh, l'homme découvre d'abord les métaux à l'état natif, tels que par exemple l'or, l'argent, le cuivre. Et grâce à ça, il en fait ce qu'on appelle des objets personnels, hein, tels que des boucles, des bracelets, des parures, etc. Bon, il va orner son corps par toutes sortes d'objets, on va dire, personnels. Tout comme maintenant, on retrouve des personnes qui portent, bien sûr, des chaînes en or, des boucles d'oreilles en or, voire plus, voire plus. Alors ça, c'est il y a 10 000 ans de là, on a découvert que l'homme a commencé à avoir une vue sur les métaux, notamment à l'état natif, donc il ne fallait pas les travailler. Voilà, il les prenait tels qu'il les trouvait au sol. Au sol. Alors, bien sûr, l'homme est, est animé d'une certaine peur, une peur de son environnement, parce qu'il y a les dangers de l'environnement. Donc pour faire face à ces dangers, il va devoir se défendre. Ou parfois, c'est même pas une défense, c'est tout simplement de l'attaque pour pouvoir s'accaparer les richesses d'autrui. Donc il va, on va dire, s'armer. Il va s'armer et donc il devra créer des armes au travers d'objets voilà, qui seront des utilitaires nécessaires à, à l'attaque défense, euh, mais aussi des ustensiles de ménage. Des ustensiles de ménage et si vous voulez, des statuettes de divinités, etc., etc. Et ça, c'était les premiers hommes voilà, qui sont apparus sur Terre il y a 10 000 ans d'ici, ont eu, au travers de, des métaux, des usages soit nobles ou soit des usages de type militaire. Alors, on n'a pas que découvert de l'or, ils n'utilisaient pas que de l'or, de l'argent, le cuivre à l'état natif. Au fur et à mesure, avec le temps, bien sûr, d'autres métaux,
ont été utilisées et ont été assemblées, notamment celle qui fut liée avec la métallurgie qui consistait à extraire le métal de son minerai. Donc là, à ce moment-là, on commençait à traiter, si vous voulez, le métal non plus à l'état natif, mais commençait petit à petit, bien sûr, à le traiter. Alors, la technique, donc la découverte des autres métaux qui fut liée avec la métallurgie, qui consistait à extraire le métal de son minerai, la gangue, cette technique semble être une découverte fortuite que l'on situe, si vous voulez, en Asie occidentale, et je dirais plus en Iran. En Iran, Asie occidentale, qui est l'Iran, vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Et là, dans cette zone se situaient les peuplades sumériennes qui habitaient donc ces contrées. Et la première métallurgie fut celle du cuivre. Bon. Vous aurez compris qu'ici, c'est les prémices de la chimie minérale. C'est là donc ce qu'on retrouve sur voilà, les corses terrestres. Sur l'écorce terrestre, on trouve des minéraux. Et donc les premiers éléments utilisés étaient des éléments tels que le cuivre, l'or, l'argent, mais la première métallurgie fut celle du cuivre, traitement du cuivre. On a traité d'abord le cuivre. Alors vers 1300, 3500 avant Jésus-Christ, se situe la découverte du premier alliage, qui est le bronze. Alors je vous rappelle que le bronze, c'est du cuivre plus de l'étain. C'est du cuivre plus de l'étain. Donc ça, c'est vers 3500. Donc vous voyez qu'en 4000 avant Jésus-Christ, ben, les périodes sumériennes utilisaient déjà une forme de métallurgie, et qu'en 3500, ben, on avait l'alliage du bronze, alors qu'en 4000, c'était le cuivre. Donc on est passé du cuivre à du cuivre plus de l'étain. Donc on commençait déjà à faire des mélanges. En 3500. Donc on est passé de 4000, là je peux mettre une ligne de temps. Là on est en, si je vais mettre 0, moins 10 000, moins 4000, moins 3500. Voilà. Donc là, c'est l'usage des métaux à l'état natif. L'usage des métaux à l'état natif. Ça, c'est en moins 10 000. Les premiers hommes utilisent les métaux à l'état natif. En moins 4000, mais en Iran, peuplade sumérienne, enfin l'Iran n'existait pas à cette époque-là. C'était des peuplades, voilà, des peuplades soit sédentaires, soit elles n'étaient pas sédentaires, c'est-à-dire elles étaient nomades, soit nomades ou sédentaires. Et là, ils utilisaient le cuivre. En moins 3500, la première métallurgie apparaît, traitement du bronze, qui est le cuivre plus l'étain, qui est le bronze. Alors, je vous ai dit, ils faisaient toutes sortes d'objets, hein. Des divinités, des objets, des ustensiles de ménage, des ustensiles pour travailler la terre, des ustensiles pour tout ce que vous voulez. Des ustensiles de parure, des ustensiles qui vont
beaucoup de choses, beaucoup de choses. En tout cas, ce qui leur était utile, ils l'utilisaient. Voilà, ils avaient des idées aussi, hein. Bon, ils avaient une certaine forme d'intelligence. Puis après, cet alliage qui va devenir vite commun pour les civilisations existantes, je parle de cuivre plus l'étain, et ça c'est en moins 1500. Ça va devenir quelque chose de normal, on va dire, en moins 1500 avant Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qui raconte ça? Ben, c'est des historiens, et des traces existent, hein. Des traces existent, des preuves de l'histoire sont retrouvées, notamment on trouve toutes les armes retrouvées dans des tombes de ces peuplades, ben, qui sont en bronze. Donc ça permettait de dire qu'ils avaient une affinité à travailler le bronze assez simplement, et qu'ils en ont laissé des traces et qui sont datables par le carbone 14. On sait dater tout ça. Alors en moins 1900, moins 900 avant Jésus-Christ, à ce moment-là, la Bible parle déjà des fameuses mines du roi Salomon. Les fameuses mines du roi Salomon. Plus tard, les Grecs et les Romains furent de grands consommateurs de cuivre, d'or et d'argent. Donc, le cuivre, l'or et Ag sont déjà trois éléments chimiques fortement utilisés par les Grecs et les Romains. Bon, mais on retrouvait aussi, je vous le dis tout de suite, hein, bon, l'étain, vous savez très bien qu'il était déjà utilisé depuis auparavant, donc l'étain et le plomb. Donc c'était des grands consommateurs de cuivre. Je parle des Grecs, qui est une grande civilisation. C'est une des voilà, il y a eu les civilisations des Sumériens, elles ont évolué, civilisation grecque, civilisation romaine, etc., etc., tralali, tralala. Bon, des civilisations, c'est pas ça qui manque, on peut en retrouver, hein. Dès le moment où on a une entité de peuplade qui devient, je veux dire, intelligente, ben, on retrouve une certaine forme de civilisation avec des civilités, c'est-à-dire qu'ils sont capables ils sont transformés d'animal sauvage en animal, en être capable de créer des parures, de créer des outils. Voilà, donc il y a une certaine forme d'intelligence. Puis l'intelligence évoluant au fur et à mesure, ben, je veux dire, ça a donné des nouvelles civilisations, avec des civilisations qui a apporté de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, de nouvelles connaissances, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, vous aurez compris que c'est la chimie minérale. C'est la chimie des minéraux. Le cuivre, c'est minéral. On retrouve ça, voilà, sur Terre, l'or sur Terre, l'argent sur Terre, l'étain sur Terre, le plomb sur Terre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais où est le fer là-dedans? Ben, le fer, il a été découvert à l'âge du bronze. C'était un métal rare et, si vous voulez, qui était onéreux. Il était cher euh, parce qu'il était difficile à obtenir et à travailler. Il était difficile à travailler. Donc, on connaissait aussi, si vous voulez, le mercure, le plomb, je l'ai dit, le mercure, et l'antimoine, SB, SB. L'antimoine, c'est SB. Bon. Alors, au 18e siècle, le cuivre et le laiton euh, vont faire la richesse des villes mosanes. Donc là, on retrouve du nouveau
du cuivre, mais cette fois-ci avec le laiton. Bon, le laiton, c'est une couleur qui est un petit peu jaune, qui, voilà, jaune, c'est un mélange de cuivre, voilà, ça vire vers le jaune, ça vire vers le jaune, ça vire vers le jaune, donc, euh, donc ça c'est, ils vont utiliser beaucoup le laiton. Alors maintenant, le laiton, je ne sais pas pourquoi le laiton, parce que peut-être que le laiton a des propriétés un petit peu bizarres. Je ne sais, j'en sais pas plus, mais quand les poignées, généralement les poignées on les fait en laiton, c'est peut-être pas pour rien. Parce que, bon, les microbes, quand ils s'installent quelque part, bon, ils ont tendance à y rester en fonction euh, du type de matériau. Apparemment, le laiton, les microbes restent moins vite, moins longtemps. Je m'excuse, ils me restent moins longtemps. Donc ils finissent par mourir beaucoup plus vite qu'à un autre endroit. Il y a des endroits où ils peuvent vivre beaucoup plus longtemps, alors que sur le laiton, enfin, apparemment, ce serait quelque chose, puisque tout le monde met ses mains sur le laiton, notamment les poignets, mais, les microbes, oui, il y a des microbes là où tout le monde met ses mains, mais apparemment, ils y restent moins sur le laiton. Je n'assure pas avec des preuves ce que je raconte, mais bon, il y a des chances que je raconte peut-être valables dans ce que je raconte. Voilà. Les microbes sur du carton, sur du papier, n'est pas la même chose que du microbe sur du plastique ou sur du laiton. Voilà. Alors que le laiton, tout le monde le manipule quasiment tous les jours, puisque ce sont les poignées de porte. Généralement, la plupart des poignées de porte sont en laiton, la plupart, parce que maintenant ça commence à changer aussi. Voilà, alors, au XVIe siècle, on pouvait trouver déjà des fonderies. Alors, ça avait l'aspect d'une officine d'alchimie. On en retrouvait pas mal de choses à l'intérieur. On pouvait retrouver pas mal de choses, hein. Voilà, on retrouvait des petits fours, notamment. Comment est-ce qu'on appelle ça, je ne sais plus le nom. C'est pour faire du vent. Je ne sais plus le nom, comment ça s'appelle. Voilà, ça crée du vent ici. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Je ne sais plus. Enfin, bref. En tout cas, on en retrouvait beaucoup. Et des petits fours. Des petits fours pour faire voilà, chauffer des métaux. Bon, c'était des fours archaïques. Bien sûr, on retrouvait bien sûr ce qui était stock, hein, stock de marchandises. Les marchandises arrivaient, voilà, on avait, c'était un atelier, si vous voulez, un atelier qui était encombré. Alors, on avait aussi encombré de marchandises, de fours et je sais plus comment on appelle ça. C'est pour créer du vent là. Je sais plus. Je sais plus comment on appelle ça. Bien sûr, tout ça, des petites officines, tout ça a été industrialisé, hein. Alors, l'industrie du fer semble avoir pris son naissance en Europe assez tôt euh, dans l'histoire, notamment dans l'histoire des Gaules. Et on fait énormément de fouilles sur justement ces, sur cette histoire de Gaulle concernant la métallurgie, la métallurgie de ces époques, de ces époques. Alors, au XIXe siècle, avec l'apparition des machines, que l'on assiste à l'essor prodigieux de la métallurgie, en 1860, la Belgique était classée le deuxième pays le plus industriel du monde. Alors, ça, c'est en 1860. Actuellement, maintenant, les, les métaux utilisés sont donc le fer, le cuivre, je m'excuse, l'aluminium, le zinc, le plomb, bref, un peu de tout, hein.
le nickel, etc. Alors maintenant, euh, ce qu'on fait, c'est des prospections minières, bien sûr organisées, au travers avec des avions, des appareillages sophistiqués, tout ce qui s'ensuit pour pouvoir trouver des zones d'exploitation, d'exploitation de mines. Alors, les gîtes qui affleurent le sol sont, sont depuis des siècles exploités et beaucoup sont épuisés. Donc c'est pour ça qu'il faut aller rechercher dans des mines. Ce qui a affleuré le sol, ben, ça avait déjà été exploité auparavant. Donc c'était simple. C'est comme un petit peu maintenant. Certains font, il y a encore de certains pays, euh, de l'or qui affleure le sol. Mais certaines personnes vont chercher. Les sites ne sont pas protégés, donc n'importe qui peut aller. Et un jour, bon, quand tout le, toute la zone euh, du sol sera exploitée par tous ceux qui viennent chercher l'or, ben, à un moment donné, ben, il faudra passer aux mines. Hein, aux mines, donc aller rechercher. Quand il n'y a plus sur le sol, ben, on va chercher dans le sol. On va chercher dans le sol. Alors un jour, je vous ferai une petite vidéo concernant la prospection, parce que ça aussi, c'est la recherche par rayon X, etc. etc. C'est toute une étude. Bon, vous allez voir comment ça se passe. Au niveau de la prospection, je ferai une étude, je l'ai toujours dit que je le ferai, mais il faut que j'y pense. Sur la prospection, je veux dire, de matériaux au niveau euh, de zones potentiellement riches en minerais. En minerais. Donc on fait toute une exploitation, une étude, bien sûr une étude de marché pour voir si euh, l'exploitation est viable ou pas. Parce que bon, il ne suffit pas d'avoir une mine de fer pour se dire bon c'est on va exploiter ça, on va pouvoir concurrencer les autres productions de fer. Parce qu'en fait, tout dépend du coût. Il y a un coût. Est-ce que la matière, il ne faut pas la désulfurer? Est-ce que ça ne demande pas des traitements de désulfuration coûteux? Est-ce que ça ne va pas demander, je veux dire, des longs acheminements par voie ferrée qui feraient en sorte que ben, ça aurait un coût énorme? Donc l'exploitation, je veux dire, serait, je veux dire, sans compter le personnel qui devrait passer, vivre dans ces zones-là, etc., etc. Bon, c'est un coût. L'exploitation, c'est un coût. D'abord, ce qui se passe quand on fait des études, mais la première des choses, c'est d'avoir des financements. Parce que bon, vous avez beau trouver une mine, si vous n'avez pas les finances, ben, vous ne saurez pas exploiter votre mine. Ça c'est un. Et de deux, il faut qu'elle soit viable. Il ne faut pas que ça engendre des pertes. Hein. Il ne faut pas que vous retombez dans les dettes alors que le but, c'était voilà, de bénéficier, je veux dire, d'une exploitation, je veux dire, de production euh, de matières minérales dans un but économique, c'est-à-dire de gagner de l'argent et pas d'y perdre. Hein. Bon, si vous y perdez, vous laissez tomber la mine, vous la laissez jusqu'au jour où vous aurez des moyens, des techniques d'exploitation à moindre coût qui pourront concurrencer voilà, d'autres mines. Soit vous pourrez l'exploiter, mais dans un premier temps, vous pouvez laisser tomber parce que ça coûte plus cher, autant acheter voilà, le fer provenant de l'extérieur que commencer à exploiter des choses qui pourraient être énormément coûteuses. Donc tout a un coût économique, tout ça se calcule. Si c'est pour perdre ses culottes à faire, à faire une exploitation commerciale, une exploitation de production à type, à vocation commerciale, si c'est pour perdre ses culottes, autant arrêter. Hein, parce que voilà, l'économie, c'est pas l'économie. Dans le mot économie, c'est être économe. Hein, être économe, c'est pas être perdant. Alors bon, l'économie c'est un jeu, bon, on peut être perdant. Alors à ce moment-là, on arrête les frais si la société n'est plus viable. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ça, c'est l'étude de la chimie. L'étude de la chimie. Et donc, vous pouvez vous rendre compte que la chimie minérale, mais il y a eu l'alchimie aussi, hein, euh, pour retrouver la pierre philosophale, la fameuse transformation pour avoir la pierre philosophale et avoir de l'or, voilà, à portée de main, mais ça c'est un rêve. Faut pas trop rêver non plus. Je veux dire, voilà, ceux qui veulent de l'or, ben, faut exploiter les mines d'or. Là, il y a de l'or.
Bon, ceci étant dit, euh, donc c'est l'usage, la métallurgie, c'est l'étude, voilà, de transformation des métaux, et on peut faire toute une étude sur les métaux, hein. On peut étudier les métaux, dire que, bon, étudier la famille, par exemple, des métaux alcalins, étudier des particularités sur les métaux. Alors, par exemple, dans la famille des métaux, on retrouve les alcalinotéreux, on retrouve la famille des terreux. Par exemple, si je prends la famille des terreux, les terreux, c'est l'aluminium, le gallium, l'indium, le thallium. Et la famille des métaux alcalinotéreux, ben, je peux prendre le beryllium comme exemple, le magnésium, le calcium, le strontium, voilà, le barium, le radium, etc. Et il existe toutes des familles comme ça. Il y a la famille de métaux de transition, les familles de métaux radioactifs et tralali, tralala. Bon. On peut faire des familles hein, au niveau des métaux. Et alors, les éléments métalliques, bon, je dirais tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est que la métallurgie? C'est l'ensemble des opérations permettant d'extraire, si vous voulez, le métal de son minerai. Ça, c'est la métallurgie, c'est le processus. Voilà, c'est un processus voilà, d'extraction du métal de son minerai avec une certaine forme de purification qui peut atteindre, la purification peut atteindre, je veux dire, des ordres très élevés. Bon, en ce qui concerne les minerais, à l'exception de l'or et du platine, les métaux ne se présentent que très, très rarement à l'état natif. Voilà, donc la plupart des métaux sont, il faut les traiter, à l'exception de l'or et aussi du platine, hein. Alors, généralement, on retrouve les minerais à l'état de combinaison, dont les plus riches en atomes métalliques sont appelés, si vous voulez, des minerais. Les principaux minerais sont les oxydes, les chlorures, les carbonates, les sulfures, tralala, tralala. Voilà. Alors on peut faire des opérations chimiques sur, par exemple le traitement des oxydes. Et ça a donné le haut fourneau. Hein. Ça a donné le haut fourneau avec une marge des opérations euh, du haut fourneau. Donc les oxydes métalliques sont réduits à haute température par le carbone, qui était le coq à ce moment-là, ou par le monoxyde de carbone, le CO. La réduction, on avait une réaction de réduction, d'oxydoréduction, et on avait une réduction, la réaction de réduction, euh, qui était la réaction chimique par laquelle l'oxygène de l'oxyde se combine au réducteur, qui était le carbone ou le CO, et qui libérait le métal. Donc on faisait une réaction d'oxydoréduction pour aller chercher, si vous voulez, le métal. Donc on avait la réduction. La réduction, c'était la réaction chimique par laquelle l'oxygène de l'oxyde se combinait au réducteur, le réducteur qui était C ou CO, bon, C du coq ou le CO, au monoxyde de carbone, et il libérait, si vous voulez, le métal. C'est pour juste extraire le minerai. Le minerai, le métal. Par réaction d'oxydoréduction, ou la réduction euh, faisant en sorte que l'oxygène de l'oxyde se combinait au réducteur carbone, ou CO. Bon, ça c'était la métallurgie, hein. On avait C plus O2 donnait CO2, CO2 plus C donnait 2CO, M2O plus CO donnait du M2 plus CO2, etc. 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 Donc on avait pas mal de réactions, hein. Par exemple, c'est ce que je viens de vous dire. Dans le haut fourneau, on avait par exemple C plus O2 donnait du CO2. Alors le CO2 peut réagir avec le carbone pour donner du 2CO, du monoxyde de carbone. Et ainsi de suite. Alors quand on avait du M2O, ben, le métal M2O, O étant bivalent, donc on avait du M2O, plus le CO, mais donnait le M2 plus CO2. Et là on récupérait le métal. Par contre le CO2, lui, réagissait
avec le carbone pour donner du 2CO. Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on récupérait assez facilement le métal. Hein. Donc tout d'abord, on faisait du C plus O2. Carbone plus oxygène. Ben, ça donne du CO2. Mais ce CO2 réagissait avec du carbone. CO2 plus C, 2CO. Donc on avait le monoxyde de carbone. Et ce monoxyde de carbone réagissait avec le M2O. Le M2O qui donnait du M2. Là j'extrais le métal plus CO2. Et ce CO2 réagissait avec le carbone pour donner du 2CO. Voilà, et c'était une manière par équation d'oxydoréduction pour retirer le métal. Alors on pouvait traiter des chlorures, on pouvait traiter des sulfures, on pouvait traiter des carbonates, voilà, etc., etc. On peut, voilà. Alors on avait des propriétés, bien sûr, chimiques des métaux. On avait des propriétés chimiques. Hein. Alors, quand on faisait maintenant, quand on avait le métal, quand on avait extrait le métal, on faisait réagir avec l'oxygène, mais on obtenait un oxyde. Hein. Ouais, ouais. Au départ, quand on a un minerai, ben, on a extrait le minerai, le métal, voilà, du reste. Mais quand on a ce métal, on peut faire des réactions chimiques. Par exemple, métal plus oxygène donne de l'oxyde. Donc, par exemple, s'il y avait des propriétés sous l'action de l'oxygène, hein, métal plus oxygène donne de l'oxyde. Et l'oxygène, suivant qu'on avait un composé ou un autre, mais il y avait des propriétés différentes. Par exemple, avec les alcalins, la réaction avec l'oxygène était rapide et totale. Avec les alcalinotéreux, en faisant réagir avec l'oxygène, ben, on avait une réaction plus lente mais totale. Avec les terreux, la réaction était rapide, bien sûr en présence d'oxygène, mais l'oxygène protégeait le métal. Avec les métaux de transition, ben, la réaction était plus lente et l'oxyde protégeait le métal, et ainsi de suite. On avait aussi l'action de l'oxygène, mais aussi l'action de l'eau. Métal plus eau donne un hydroxyde plus l'hydrogène. L'action du soufre, mais métal plus soufre donnait des sulfures. L'action du chlore, le métal plus chlore donnait des chlorures. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Bon. Et alors, bien sûr, tout ça c'était la chimie minérale. C'est l'étude de la chimie minérale. Mais est venue en 1822, Kolb et Kohler. 1828 c'est Kohler. 1822 c'est Kolb. Et 1828 c'était Wöhler. Alors, qui est ce monsieur Kolb? Ben, ça, c'est le départ de la chimie organique. Parce que au départ, on s'intéressait bien sûr aux minéraux, c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. C'était les minéraux, c'était la chimie des minéraux, la chimie minérale. Mais par après, est arrivé en 1822, je vous rappelle que c'est 19e siècle, qu'un siècle c'est 100 ans, ça vous le savez très bien. Je n'ai pas à vous rappeler ça, mais ça veut dire qu'ici, par exemple, 1822 c'est le 19e siècle. 1921, c'est le 20e siècle. 2021, c'est le 21e siècle. Donc, on est au 21e siècle. Donc, il y a, là, c'était le 19e, 19, 20, 21, ça fait 3 siècles d'ici. Il y a 3 siècles d'ici. Bon, ils ont commencé à entrevoir les prémices d'une nouvelle chimie, qui n'était plus la chimie minérale, mais la chimie organique. La chimie organique fait intervenir donc très peu de composants, mais en donnant énormément. C'est ça l'astuce. La chimie minérale a de nombreux composants, Cu, l'or, l'argent, l'étain, le plomb, le mercure, l'antimoine, le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, le nickel, tralali, tralala. Par contre, la chimie organique ne possède très peu d'éléments. On en a 4. Mais avec ces 4-là, on peut faire des milliards de composés. Hein. On peut faire des milliards de composés. Hein. Rien qu'avec ces 4 éléments-là. Bien sûr, on peut associer d'autres éléments, hein, tels que de l'iode. On peut retrouver de l'iode dans les squelettes CHNO. On peut retrouver, bien sûr, du magnésium. On peut retrouver
de l'iode, on peut retrouver du brome. Voilà, c'est pas parce que on a du CHNO qu'on a exclusivement ceci. Voilà, on peut retrouver des halogènes, de symbole général. Les halogènes, symbole général, c'est X. Voilà, du magnésium, tralala, tralala, de l'iode, du brome, du chlore, etc. Bon, et je dirais même, j'ajouterais à ce jaune, je mettrais le soufre et du phosphore. Voilà, avec cela, on crée des milliards de composants, soufre et phosphore. Donc, c'est jaune SP, avec quelques halogènes, formule générale X. Alors, vous voyez que cette chimie-là est intervenue uniquement en 1822. Quand est-ce? Quand Kolb a trouvé la synthèse de c'est du vinaigre, je crois. L'acide, c'était l'acide acétique CH3COH. CH3COOH. Alors là, on reconnaît le groupement acide. C'est le groupement acide. Alors qui vient du vin aigre qui donne le vinaigre. Voilà, vinaigre CH3COH. Qui est l'alcool méthanoïque, hein, avec un M. Là, on a un groupement meth. Donc, on a un alcool méthanoïque, ou si vous voulez, on a du vinaigre. Et donc, c'est Kolb qui a trouvé le vinaigre, mais 6 ans après, c'est Wöhler qui a trouvé la synthèse de l'urée. La synthèse de l'urée. Je vous rappelle qu'auparavant, on obtenait les matières organiques en les extrayant des substances de la nature. Par exemple, l'acide formique était obtenu, et c'est comme ça, hein, en ébouillantant des fourmis. On bouillait des fourmis, on avait l'acide formique. Alors, on prenait tout de la nature et on faisait des transformations sur ce qui provenait de la nature. Maintenant, bien sûr, la synthèse n'est plus la même. Hein. La synthèse, bon, c'est un peu plus, un peu plus, on va dire, voilà, un peu plus, je veux dire, organisé, on va dire, un peu plus maîtrisé, un peu plus naturel. Enfin, quoique les fourmis, c'était naturel. Bon, l'urée, je prends un second exemple, parce que celui-ci, les fourmis, d'accord, maintenant, on ébouillantait, enfin, je sais pas comment ce qu'on dit, si on devait ébouillanter, voilà, c'est plus facile à dire ça comme ça, si on devait ébouillanter des fourmis, pour produire l'acide formique, ben, il faudrait, les fourmis, c'est pas ce qui manque. Hein. Bon, mais maintenant, les gens peut-être seraient un petit peu dégoûtés de savoir qu'on a obtenu, on a ébouillanté des fourmis pour former de l'acide formique. Donc maintenant, l'acide formique est formé autrement, parce que bon, on va préserver les fourmis, parce que bon, ils ont le droit de vivre comme tous les insectes. Quoique bon, il y a des nourritures où on va rechercher des insectes, on tue des animaux. Bon, l'être humain, bon, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu mitigé. Hein. D'un côté, il préserve des animaux, d'un autre côté, il tue d'autres animaux. Bon, allez comprendre ça, je ne comprendrai jamais de la vie, mais enfin bref. Mais en tout cas, je prends un autre exemple plus frappant, parce que celui-ci, il n'est pas très frappant. L'urée, avant, elle était obtenue en distillant les eaux d'égout. Voilà. Maintenant, si vous allez dire que vous avez obtenu l'urée à partir des eaux d'égout, ben, les gens ne seront pas très, très contents. Quoique bon, quoique l'eau, dans les systèmes de, comment on appelle ça, d'épuration des eaux, ben, vous comprendrez que l'eau, elle est remise à neuf. Hein. Elle vient toute viciée, toute grasse, pour ressortir toute propre. Donc elle subit un traitement. Et certaines personnes peuvent boire de l'eau du robinet. Quoi qu'il faut faire attention aux tuyauteries, il faut voir juste les tuyauteries si elles sont propres. Parce qu'il y a des tuyaux qui sont brouillés. Hein. Elle est peut-être propre au niveau de la station d'épuration, mais tout le long du passage, si les tuyaux sont rouillés, ben, vous allez ramasser des particules solides à boire. Bon, surtout s'il y a eu des coups de pression sur les tuyauteries et que les tuyauteries tout étaient dégueulasses. Bon, là, à ce moment-là, je vous prie de me croire que vous allez boire de la rouille.
Bon, ceci étant dit, voilà, c'est comme ça qu'il faisait ça. Et, et justement, Waller, lui, c'est lui qui a fait la synthèse de l'urée. Kolb, lui, s'est intéressé à la synthèse. Kolb, je crois que c'est un Allemand, hein, tout comme Waller. C'était très fort. D'ailleurs, Kolb, je me demande s'il ne faut pas un tréma à Kolb et un tréma à Waller. Je n'en sais pas plus. Voilà, donc ici, moi, j'ai une petite BD. Une petite BD. Wallers avec O et deux, un tréma. Alors ça s'écrit, ouais, je me suis trompé. Wallers, ça s'écrit pas comme ça. J'ai une petite BD qui associe, je veux dire, les, comment est-ce qu'on appelle ça, je peux pas vous montrer ici parce que bon, je devrais faire, voilà, le scanner, vous montrer, mais voilà, c'est une petite BD et qui parle justement de Waller. Alors, Waller, ça s'écrit exactement, hum, il s'appelle Friedrich Waller. Donc c'est un O, H, L, R, et alors il y a bien un tréma. Alors j'imagine que peut-être Kolb il y a un O, mais voilà. Ben, donc ici je vais vous lire un petit peu la petite BD, ce qu'il raconte. Il est dans un laboratoire comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un peu le même laboratoire que je vous ai expliqué. On retrouve toutes sortes d'ustensiles, des armoires, mais là c'était déjà un peu plus, parce que c'est 1822, c'est déjà un peu plus organisé que celui que je vous ai expliqué dans les années 1500. Bon, les laboratoires, ils ont commencé je veux dire, à s'organiser, avec plus, on avait des filtras. On retrouve quand même, quand même pas mal de choses un peu modernes en 1822 comparé au labo euh, voilà, que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai pas encore trouvé le nom de, de ceci. Certains, un soufflet, c'est un soufflet. C'est un soufflet. Un soufflet à air. Soufflet à air. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit peu. Bon, il y en a un, bon, on voit Waller qui fait sentir voilà, une éprouvette. Et il dit, je t'assure que c'est de l'urée. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Qui avec Waller, il dit, mais l'urée est une substance organique. C'est impossible. Rien de plus facile, en réchauffant du cyanate d'ammonium, j'ai obtenu des cristaux d'urée. Donc, euh, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour avoir l'urée, ils l'obtenaient en distillant les eaux d'égout. Par contre, là, Waller, lui, il l'a obtenu sans faire ça. Tout simplement en réchauffant du cyanate d'ammonium. Voilà. Et là est venu, c'est l'avènement. 6 ans après Kolb, ben, on commence à entrevoir qu'il y a une forme de chimie qui préexiste et qui est là. C'est la chimie, si vous voulez, euh, du monde organisé, des êtres vivants. Le monde, la chimie euh, du monde complexe. La chimie du monde complexe. Alors, je vous lis un petit peu la suite. Lorsque j'ai mis, c'est une BD, ça vient d'une BD, on voit le laboratoire, etc. Lorsque j'ai mis Berzelius au courant, il a cru que je me moquais de lui, et il s'est fâché tout rouge. Puis il a refait l'expérience et a été convaincu. Nous sommes capables de transformer à volonté une substance inorganique en substance organique. Et bien voilà. Je ne veux pas dire que c'est la naissance de la chimie organique, parce que bon, la chimie organique était déjà présente au niveau naturel. Ça, vous le savez très bien. Simplement, l'être humain a passé le cap, mais je vous dis que voilà. Ici, j'ai même du texte qui parle de ça. En 1828, ce qui paraissait impossible devint néanmoins possible avec Kohler. Pour lutter contre le gros obstacle de la force vitale, il fabriqua artificiellement en laboratoire une substance organique, l'urée,
Je peux faire de l'urée sans avoir besoin de rein. Ouais, parce que l'urée est produit par le rein. Mais il savait faire de l'urée à partir des eaux d'égout. Apparemment, peut-être que les gens allaient aux toilettes et ça sortait par les égouts. Bon, c'est probablement ça. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui fabrique l'urée? C'est les reins. Les reins. Et donc, sans passer par le rein, par les matières provenant du rein, il peut fabriquer. Et le rein, oui, mais c'est ça. C'est le corps qui fabrique ça. C'est le corps qui fabrique ça. C'est le corps qui fabrique ça. Donc le premier aspect de la chimie organique a été l'étude donc de la chimie des êtres organisés, c'est-à-dire du monde du vivant. Il s'agissait donc, on s'intéressait aux substances élaborées dans le règne végétal et animal. Donc on allait extraire ce qui était fait par le monde des plantes et des êtres humains, mais on voulait le synthétiser au laboratoire, le faire au laboratoire. Et ça, c'était la naissance du chimie. Je dirais que la naissance, c'est plutôt 1822 avec Kolb. Hein. Lui, il obtient, je vous ai dit, l'acide acétique. Et lui, et Waller, lui, il a réussi pour la première fois à synthétiser l'urée. C'est lui qui a fait la synthèse de l'urée, alors qu'elle est produite par le rein. Et à ce moment-là, bon, on n'avait pas pris en compte qu'il y avait une chimie naissante. Tout comme les informaticiens, certains ont eu entrevu un monde faramineux qui s'ouvrait entre eux avec les prémices du monde informatique, du monde de l'informatique. Ici, ça a été pareil. C'était la même chose, c'est une porte ouverte. C'est une porte qui s'entrouvre. C'est une porte qui s'entrouvre et un monde qui s'entrouvre dès le moment où on ouvre la porte. Et donc, dès lors, ce nouvel essor de cette science a conduit les savants, si vous voulez, de l'époque, à revoir leur position. Et comme ils avaient trouvé en permanence du carbone dans ce type de substance, c'est normal parce que ils voulaient synthétiser ce qui venait de la nature. Ce qui venait de la nature, c'était les plantes et les êtres vivants. Et les êtres vivants sont constitués de carbone et les plantes aussi. Et donc à ce moment-là, ils définissent la chimie organique comme la chimie du carbone. Et par analyse, on remarque que je vous ai dit que les éléments simples constituant les composés organiques sont peu nombreux. On retrouve du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du soufre, du phosphore, des halogènes, c'est un symbole général X, et du magnésium. Actuellement, on ne sépare absolument plus le domaine minéral du domaine organique. On étudie l'ensemble de tous les corps composés de carbone. Toute substance organique contient du carbone. De multiples corps organiques d'aujourd'hui ne sont plus produits par un être vivant. Enfin, je dirais même par aucun être vivant. Donc, de multiples corps organiques d'aujourd'hui ne sont produits. Oui, parce que auparavant, vous allez me dire, oui, ils copiaient la nature pour faire synthétiser des molécules organiques. Oui, mais maintenant, on sait bien que le plastique, c'est pas produit par un corps vivant. Hein. Les hydrocarbures, c'est fossilisé, donc là, ça provient de végétaux et d'animaux fossilisés d'antan, qui ont pris du temps on va dire, à pourrir. On va dire, pas pourrir, quand on parle de pourrissement, on parle je sais plus comment on appelle ça, je sais plus, voilà, sans putréfaction, sans transformation, la transformation va induire des parasites, et les parasites vont faire leur travail pendant des milliards d'années. Voilà, ils vont amener à une forme voilà, de liquide qui est noir, qu'est le pétrole. On a la famille des hydrocarbures, mais composé de carbone et d'hydrogène. Donc tout corps organique n'est pas forcément provenant de celui des plantes et des plantes, parce que le plastique, vous n'allez pas me dire ça vient des plantes ou de l'être humain. Hein. Pourtant, le plastique, c'est bien de la chimie organique. Hein. Donc,
Aucun corps organique ne peut produire, si vous voulez, euh, du plastique. Voilà. Alors, justement, on va donner donc le nom de la chimie organique à la partie de la chimie qui étudie les composés du carbone, tant naturel qu'artificiel. Donc, on va mettre en place une chimie qui va mettre les deux. Ouais, c'est pas forcément. euh, voilà. Et on dénombre, si vous voulez, plusieurs millions de substances organiques, tandis que les produits minéraux sont environ de 40 000. Donc, on a plusieurs millions de substances organiques, alors que les. Alors, on peut faire toutes sortes de choses avec ça, hein. La, la vie d'aujourd'hui, si vous voulez, les chimistes organiciens développent les applications de la vie courante de nombreuses substances qui envahissent notre quotidien, telles que des sources d'énergie, des antibiotiques, des plastiques, des textiles, des détergents et c'est malheur à dire aussi des explosifs. Tant que les explosifs sont utilisés pour les carrières, ça va, mais si c'est utilisé pour la guerre, ça, je trouve ça dommageable et dommage pour l'être humain pour faire des imbécilités et tuer voilà, des personnes. Enfin bref, ceci est un autre débat. Euh, je vais maintenant aller sur Internet et regarder ceci. La chimie organique est le domaine de la chimie qui étudie les composés organiques, c'est-à-dire des composés du carbone, à exception de quelques composés simples qui par tradition relèvent de la chimie minérale. Donc on en a, ouais, donc en fait quelques exceptions simples. Je vous ai dit, c'est les halogènes, le brome, euh, l'iode, le magnésium, et tralala, tralala. Mais en tout cas, de, euh, on trouve du CHONSP. Donc, si vous trouvez, vous voyez, à droite, vous avez une molécule. Et dans cette molécule contient de l'azote. On a de l'azote, du carbone, de l'hydrogène. Et alors, en dessous, il écrit une autre molécule, hein. Je vois qu'il est marqué CH3CO3H, et là, vous avez du soufre. Alors, ces composés peuvent être naturels ou synthétiques, je vous l'ai dit, fabriqués en laboratoire ou tirés de la nature. Une caractéristique du carbone consiste en l'aptitude qu'ont ces atomes à s'enchaîner les uns aux autres par des liaisons covalentes. Ouais, on a des liaisons covalentes, hein, d'une façon presque indéfinie pour former des chaînes carbonées d'une grande diversité. Les composés organiques sont ainsi constitués de molécules caractéristiques par des enchaînements carbonés propres aux molécules dites organiques. L'aptitude caractéristique du carbone implique qu'il suffit alors de quelques autres éléments pour former avec lui des millions de molécules différentes dont la masse moléculaire peut atteindre 100 000 ou même 1 million. On parle alors de macromolécules telles que par exemple, je peux prendre l'exemple, une grosse molécule de chimie organique, c'est l'ADN, l'adénosine, l'ADN, acide désoxyribonucléique. Acide désoxyribonucléique. Bon, c'est la chimie organique parce qu'il contient du ribose. Ribose, c'est sucre, hein. C'est du ribose désoxygéné. Acide, c'est un acide en plus. Il est acide et c'est un sucre acide. Acide désoxyribonucléique contenant bien sûr, euh, voilà, euh, contenant voilà, des éléments autres que le sucre, hein. Voilà, je vais vous montrer la synthèse une fois de l'ADN, comment elle se passe complètement. Donc c'est du sucre, de l'acide et autre chose. Du phosphate aussi. Et des ponts H. On a des liaisons par pont H, voilà, toutes sortes de choses. Vous allez voir comment c'est fait. Et qui donne un codage. Les molécules organiques contiennent fréquemment des atomes d'hydrogène et souvent des atomes d'oxygène ou d'azote. Et les molécules synthétiques proviennent souvent du pétrole. Donc tout ce qui est plastique, etc., c'est synthétique. La chimie, alors oui, comment la synthèse se fait, bien sûr, peut être fabriquée soit par des tours de cracking, mais on peut aussi obtenir des molécules
par ce qu'on appelle du réformage. Il y a le cracking catalytique, voilà, pour obtenir certains produits, mais aussi on peut aussi obtenir des produits par réformage, par différents types de réactions spécifiques de chimie organique. Alors, la chimie organique étudie en particulier leur structure chimique, leurs propriétés, leurs caractéristiques, leur composition chimique et leurs réactions chimiques et leur préparation par synthèse ou autre moyen. Ben, c'est comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, la chimie minérale, elle étudie les structures minérales des cours minéraux, les propriétés, les fonctions chimiques, les oxydes, sulfures, etc., etc., les réactions chimiques, je vous en ai donné une tout à l'heure avec la métallurgie, les propriétés chimiques, je vous ai donné des propriétés chimiques, ou je ne sais pas si je vous ai donné, par exemple, la ductilité du métal, la ductilité, la propriété à l'étirement, propriété, voilà, à la compression, à la traction, la malléabilité, et voilà, les métaux, il y a plusieurs propriétés des métaux, hein. Voilà, propriété, on va dire, thermique, propriété physique, physico-chimique et thermique. Voilà, et je vous ai parlé des réactions chimiques, par exemple la réaction de métal avec de l'eau, réaction de métal avec l'oxygène. Qu'est-ce que ça donnait? Bien ici, c'est un peu la même chose, il y a toutes sortes de formes de réactions. Euh, en chimie organique, on étudie toutes ces formes de réactions, leurs propriétés chimiques, et bien sûr leur structure, hein. On étudie les structures. Alors, les structures cristallines, type hexagonal, type voilà, format face centré. Voilà, il y a ça a étudié par ce qu'on appelle la, la chimie des. Je sais plus comment on appelle ça, la chimie des. En cristallographie, voilà, c'est la cristallographie. En cristallographie, on étudie bon, les cristaux, voilà, des fonctions. Et alors, bon, je vous rappelle que la métallurgie en chimie minérale est tout un monde, hein. C'est un monde vraiment d'études, hein. C'est énorme comme étude. Et les premières personnes qui ont commencé à étudier la métallurgie, bon, se sont rendu compte que c'est une science, hein. La métallurgie, c'est une science, c'est énorme. C'est énorme. Les premiers ont fait des gros bouquins déjà pour expliquer voilà, les tenants et les aboutissants de la métallurgie avec toutes les réactions chimiques euh, qui, qui, qui sortent. Qui sortent. Voilà, et donc dans les métaux, ben, on a des familles de métaux, bien sûr, je vous l'ai dit, les terreux, les alcalino-terreux, les métaux radioactifs, et tralali, tralala, et qu'on pouvait les préparer d'une certaine façon, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, les opérations chimiques qu'on pouvait faire, par exemple là, sur les métaux, par exemple le traitement des chlorures, traitement des sulfures, traitement des carbonates, et tralali, tralala, ce qu'on appelle l'affinage, la purification, hein, l'affinage. Alors, l'action de l'oxygène sur les métaux, l'action de l'eau sur les métaux, euh, et tout le tralali tralala qui va avec. Et donc, plus les propriétés des métaux. Eh bien, pour la chimie organique, c'est pareil, hein. On a tout ça qui est étudié, les fonctions, les familles, etc. Donc, la chimie organique étudie en particulier leur structure chimique, leurs propriétés, leurs caractéristiques, leur composition chimique, leurs réactions chimiques et leur préparation, par synthèse ou autre moyen. Ces composés peuvent comprendre d'autres éléments chimiques, comme les halogènes. Voilà, les halogènes, c'est le fluor, le chlore, brome, iode. Je vous l'ai dit, ça. Voilà, c'est le chlore, c'est Cl, fluor, F, le brome, Br, et l'iode, c'est I. Ainsi qu'ils peuvent on peut retrouver aussi du bore, du silicium, du phosphore, du soufre. Plus rarement, le lithium, le sodium, le magnésium, le cuivre, le titane, le potassium, le fer, le cobalt, le zinc et le plomb. Cette dernière est appelée chimie organométallique. Bon, ça c'est quand il y a euh, voilà, des composants organiques avec des métaux, tels que le cuivre, le titane, le potassium, le fer, le cobalt, le zinc, le plomb, et je dirais même le magnésium. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle des organométalliques.
ou organo-magnésien. Organo, non, je m'excuse. Organo-magnésien, non, organo-magnésien, c'est quand il y a du magnésium. Organo-magnésien, ouais, c'est avec le Mg. C'est la chimie organique avec Mg. Bon, la première définition de la chimie organique par Nicolas Lemery dans son cours de chimie publié en 1690, vous voyez, était due à la conception erronée selon laquelle les composés organiques seraient les seuls entrants en jeu dans les processus du vivant. Cependant, les molécules organiques peuvent être produites par des processus sans rapport avec le vivant, et le vivant dépend aussi de la chimie inorganique. Donc, lui, il pensait que bon, tout ce qui était vivant, mais en fait, c'était pas vrai parce que on savait synthétiser, on savait faire des synthèses du vivant en laboratoire. Donc, lui, il considérait que tout ce qui était de l'ordre du vivant était de la chimie organique, mais bien sûr, il a fallu réadapter ça, et ça, c'est en 1690, c'est au 17e siècle. Hein, 17e siècle. C'est pour ça que je vous dis que la vraie chimie organique est apparue en 1822, avec Kolb. Et bien sûr en 1828 avec Waller. Par exemple, de nombreux enzymes ont besoin de métaux de transition, comme le fer ou le cuivre, pour être actifs, et des matériaux comme des coquillages, les dents ou des os sont constitués en partie de composés organiques et en partie de matières inorganiques minérales. Bien qu'il y ait un recouvrement avec la biochimie, cette dernière s'intéresse spécifiquement aux molécules fabriquées par les organismes vivants qui appartiennent aux grands groupes classiques. Et vous savez, les grands groupes classiques, ce sont les lipides, glucides, protéines, acides nucléiques, tout ça. Bien sûr, ça fait partie de la biochimie. Hein. Vous n'avez pas étudié ça en chimie organique. On pourrait le faire en chimie organique, mais ça fait partie d'une autre science qui est la biochimie. Ainsi qu'aux petites molécules produites par le métabolisme. Et les composés organiques sont au cœur de ces disciplines. On les désignera sous le terme général de substances organiques qui inclut des macromolécules comme les protéines, polymères, polypeptidiques. Bon, je vais faire une deuxième vidéo là-dessus, hein, parce que pour ne pas rester trop longtemps sur cette vidéo, je vous remercie.